Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au changement de l'art militaire. Comment une armée inférieure en presque tout sur le papier put-elle vaincre ce qui passe pour être la meilleure armée du monde, la Wehrmacht? La réponse tient en quelques mots, la mise en œuvre de l'art militaire. Vous voulez en savoir plus sur le changement militaire du soviétique? Venez avec moi. Stalingrad, victoire garantie, 70 ans plus tard, il serait facile de le croire. Et pourtant, en novembre 1942, lorsque l'armée rouge s'engage dans les 4 planètes, ce plan grandiose ne peut que laisser dubitatif. Comment une armée dont l'état matériel est largement perfectible, le T-34 ne fait pas tout, l'encadrement subalterne insuffisant, les cadres supérieurs encore sous la coupe des purges de la fin des années 30, la coordination interarmes et interarmée globalement médiocre. Peut-elle espérer l'emporter sur la Wehrmacht au sommet de son art? Il faut plus qu'un certain culot pour envisager d'infliger aux hordes hitlériennes une débâcle de l'ampleur de celle de Stalingrad. Encore plus pour espérer leur en faire subir 2, suivis de 2 autres pires encore. Il n'est guère surprenant que nul au sein de l'armée allemande ne pense fin 1942 les soviétiques capables d'un tel exploit. Pour un officier allemand, la guerre se joue de coup en coup, d'engagement en engagement. Ce que la Wehrmacht appelle opération est un enchaînement le plus habile possible de batailles livrées les unes après les autres. Héritier d'une tradition néo-napoléonienne remontant à la première moitié du XIXe siècle, un général allemand n'envisage ses manœuvres que comme le gigantesque préliminaire à un engagement généralisé voulu décisif. Logistique et renseignement y sont des arts auxiliaires à la déesse tactique. Aussi la stratégie allemande est-elle conditionnée aux résultats militaires du triomphe sur le champ de bataille, notion très floue, quand on considère que la guerre germano-soviétique se joue sur des millions de kilomètres carrés et supposée découler la victoire. L'immensité de l'autre front importe finalement peu. La Wehrmacht poursuivra l'armée rouge jusqu'en Sibérie si nécessaire. L'accumulation de ses succès garantissant sa victoire finale. Fin 1942, cette logique l'amène jusqu'aux rives de la Volga. L'officier supérieur soviétique Djoukov, Vasilevski, mais aussi les étoiles montantes comme Koniev, Aretsv, ou Rokossovski ou Vroutine autour de Stalingrad appréhendent et pensent son métier autrement. Depuis les années 1920, l'armée rouge, sous l'impulsion du penseur visionnaire au premier plan duquel Svechnin ont rompu avec le 19e siècle, Alexandre Andreevitch Svechnin est sans doute le penseur militaire le plus important du 20e siècle. Ancien officier d'état-major de l'armée du Tsar, passé dans le camp bolchevique en 1917, il devient après la guerre civile russe 1917-1922 professeur à l'académie militaire, future académie Frunze. En 1926, son ouvrage majeur, Stratégie tirée de ses cours, est notamment le premier à définir l'art opératif. Contrairement à son adversaire, les soviétiques ne voient plus les opérations comme une succession de combats échelonnés dans le temps, mais comme une combinaison d'activités militaires de nature variée. Combats, raids aériens ou frappes d'artillerie, manœuvres, flux logistiques, distribués à la fois dans l'espace et dans le temps, et dont la réussite ponctuelle importe moins que les possibilités stratégiques qu'elle crée. Car pour les soviétiques, remporter une bataille n'a qu'un intérêt réduit. Partant du principe qu'une armée moderne, adossée à une population, un État et un appareil de production totalement mobilisés, dispose d'une endurance considérable, sauf en cas de disproportion extrême de la puissance des deux adversaires. L'armée rouge considère que l'action militaire est le moyen de réaliser une stratégie d'ensemble et pas une fin en soi. Il y aura de toute manière plus d'un engagement, et il ne sera jamais décisif. C'est la raison pour laquelle, dans la seconde moitié des années 20, elle cesse définitivement de considérer l'action militaire sous l'angle tactique. Cette dernière est au contraire ramenée à une simple technique, celle de la manœuvre des masses et des feux. La discipline centrale de la science militaire devient en fait l'art opératif. Cette innovation théorique majeure de la pensée soviétique a comme objet de combiner l'ensemble des activités militaires relevant de techniques différentes. La tactique, la logistique, le renseignement, son corollaire, la désinformation et le contrôle des troupes.
Pour créer à partir de celle-ci des séquences d'action, les opérations dont l'orientation et l'enchaînement sont déterminés a priori en fonction de l'objectif poursuivi. C'est ainsi à l'aune des perspectives stratégiques que se juge la valeur d'une opération, plutôt qu'à celle de ses réussites militaires stricto sensu. Cette conception de la guerre moderne bouleverse la manière de penser la pratique des opérations militaires. L'Allemagne fait découler la victoire de ses succès tactiques et suppose donc qu'il existe une continuité directe entre les deux domaines. Un groupement inverse des faits est nécessairement un pas vers le succès stratégique. Pour l'armée rouge, la défaite des forces adverses n'est pas l'instrument du succès, mais seulement le moyen de créer les conditions de celui-ci. C'est par la transformation de la configuration de l'espace, y compris dans la profondeur et dans le temps des forces adverses, que se crée le succès opératif. Et c'est celui-ci, et non tel ou tel succès local, qui constitue un pas vers la victoire. La mesure du succès opératif ne se fait pas à l'aune des pertes humaines ou matérielles subies par l'adversaire, mais bien en comparant la situation stratégique entre le déclenchement d'une opération et son terme. Et encore, peut-être tout à fait complet, faut-il considérer chaque opération comme un élément d'un tout plus grand. Ainsi, Mars et Uranus ne peuvent être appréhendés indépendamment l'une de l'autre ou des opérations soviétiques de l'hiver 42-43. Elles forment un tout, un système au sein de la même campagne d'hiver. Il faut donc lier leur bilan en considérant le bouleversement qu'elles provoquent dans l'agencement du front germano-soviétique dans son ensemble. Bouleversement très clair à l'avantage des soviétiques en dépit de l'échec immédiat manifeste que représente l'opération Mars. Telle n'est pourtant pas la perception allemande. Walter Model a remporté un succès, Manstein aussi dans sa contre-offensive de février-mars 1943. Certes, après un trimestre entier de revers, aussi la Wehrmacht considère-t-elle avoir repris l'initiative sur le front de l'Est au début du printemps 1943 et décide en conséquence de s'engager vers une nouvelle offensive d'été à Koursk. Cette lecture, fondée uniquement sur le bilan tactique des derniers combats hivernaux, est pourtant profondément biaisée. Au contraire, comme le comprennent bien les soviétiques, leur opération combinée de l'hiver 1943 les ont placés dans une situation globalement favorable. Et ce sont eux qui disposent de l'initiative stratégique. Mais considérant sagement qu'il leur faut user de moyens encore formidables de leur adversaire avant de pouvoir exploiter cet avantage. Ils décident de s'installer dans un premier temps sur la défensive. La différence radicale d'analyse de la même situation s'explique par le fait que le fossé qui sépare les deux belligérants n'est pas qu'idéologique. Il est aussi peut-être, surtout, intellectuel et cognitif. Les deux armées ont beau se battre au même endroit, elles ne font plus la guerre dans le même univers. Comme on l'a vu, dès sa fondation, ou presque, l'Union soviétique a commencé à se préparer à une nouvelle guerre mondiale. Que les dirigeants du pays jugeaient inévitable. Cette confrontation à grande échelle avec l'Occident capitaliste s'annonçait cruelle, sanglante et à grande échelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.